Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureusement, dans ce monde terrifiant, on a la littérature. Un havre de paix, une évasion tempérée, émolliente, qui permet une identification absolument saine au personnage. Et puis, on n'a plus qu'à dessiner un petit cœur sur la surface mousseuse de son cappuccino qu'on dépose dans un équilibre précaire sur son plaid. Et il y aurait de quoi faire plein de choses, imaginer, lutter contre les écrans, gagner ce que certains appellent la guerre de l'attention, faire un pas de côté. Et aujourd'hui, on valorise tellement la lecture, c'est quelque chose de superbe. Mais, malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Aujourd'hui, en rade, épisode 8, on est tombé sur un os, on va parler d'un personnage qui a été intoxiqué par ses lectures. Et je cite le texte. Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha. Et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu'il trouvait dans ses livres. Enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amour, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d'invention et d'extravagance que pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus véridique au monde. Il crut bon et nécessaire, tant pour l'éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval, chercher les aventures. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'écologie de l'attention, par Don Quichotte. Écologie de l'attention, c'est-à-dire envisager l'attention non pas comme une affaire individuelle, psychologique, solitaire, mais comme un milieu auquel il faudrait prendre soin. Et évidemment, la question esthétique, c'est-à-dire la question de la sensibilité en général, et plus précisément de l'art, tout ça, ça devrait permettre de trouver un chemin au long duquel notre attention collective se développe, se questionne, s'affine. Et puis qui dit écologie de l'attention dit pollution attentionnelle. Seulement voilà, on tombe sur un roman qui met en scène un personnage qui est intoxiqué par les romans. Ah bah c'est curieux. Moi je pensais que si on faisait un podcast littéraire, c'était pour dire que la littérature c'était génial et qu'il n'y avait pas de problème. Et qu'on allait toujours sortir gagnant, quoi. Bah non, mince, qu'est-ce qui se passe ? Alors, probablement, vous me direz que Don Quichotte, aujourd'hui, il serait intoxiqué peut-être par autre chose. Il se croirait, je sais pas, dans Skyrim ou dans... Alors, je suis pas très fort en exemple de jeux vidéo, mais j'ai déjà joué à Skyrim, mais où il se croirait dans The Witcher 3. Il y a pas un 4 qui sort bientôt, là ? Il se prendrait pour un super-héros, je sais pas, il lirait peut-être de l'heroic fantasy. Batman ne se joue pas. On ne s'improvise pas Batman. Batman peut être n'importe qui, mais n'importe qui ne peut pas être le Chevalier Noir. Direction une friche industrielle, lieu de tournage de la prochaine production Made in Vierzon. Reste à terre, petit! Ne bouge pas! Alors finalement, ce Don Quichotte, ça rejoint quand même pas mal de questions contemporaines qui nous cassent un peu la tête. Est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent ? Est-ce que l'art, ça peut être nocif parfois, corrompre notre esprit ? Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises lectures ? Est-ce qu'il y a une haute culture qui élève l'esprit et une basse culture qui flatte nos bas instincts ? Tout ça, ça paraît bien impossible à démêler, surtout de manière aussi théorique, c'est compliqué, et c'est pour ça que le romanesque, et plus précisément Miguel de Cervantes, va avoir envie de mettre les mains là-dedans. Alors, c'est un vieux roman, c'est un roman qui date de 1605, et il continue à nous obséder encore aujourd'hui. Donc, l'histoire de Don Quichotte, vous l'avez compris, j'en ai parlé, c'est un homme qui a lu beaucoup trop de romans d'aventure et qui décide de partir lui-même à l'aventure. Donc Don Quichotte, c'est quelqu'un qui a la folie, la cruauté même, je dirais, de vivre sa vie comme une aventure, quoi qu'il en coûte. Il se love un peu dans son illusion, avec une part de déni quand même, c'est important de le dire. Il y a le fameux épisode au début du tome 1 de Don Quichotte, où il se fabrique un casque, parce qu'il a pas de casque, il veut devenir chevalier, il a pas de aume. Alors il se fabrique un aume, et une fois qu'il l'a fabriqué, il se tape sur la tête avec son épée. Et le aume se casse. Donc il en refabrique un autre, et à ce moment-là, et je cite le texte, « Ne voulant pas renouveler l'expérience, il décréta qu'il possédait le plus parfait des aumes. » Donc on est bien loin de l'image romantique d'un Don Quichotte purement rêveur. Il y a quelque chose de plus sournois chez lui. Et faut pas oublier, je pense que ça c'est important aussi, que c'est un personnage qui est âgé. Il est vieux en fait. Et c'est fou ça, parce que vous en connaissez beaucoup, vous, des personnages qui partent à l'aventure comme ça, mais vieux. C'est curieux quand même, ça veut dire que ce personnage, il est à un endroit où il a rien à perdre. Il est prêt à tout pour, enfin, conquérir sa vie. En tout cas, je trouve que pour nous, lecteurs, il y a un sens à trouver à cette vieillesse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait tout à fait être un personnage jeune et naïf, et c'est pas du tout ce que choisit Cervantes.
Alors juste une petite parenthèse, voilà, le génie de ce roman vraiment c'est sa vitalité, parce que Don Quichotte c'est un personnage qui est ingérable, qui est débordant, et qui d'ailleurs est devenu plus connu que son auteur lui-même. Et au départ on rit de ce type, de sa folie, mais peu à peu cette folie elle nous déborde aussi, elle nous trouble, et faut dire que le roman qui est assez impressionnant, parce que le nom voilà est très connu, et qu'on sait que c'est un peu un pavé, ça se déroule vraiment par petits chapitres. Et finalement, tout le roman se développe comme une sorte de grande improvisation baroque, ou même jazz, on pourrait dire aujourd'hui, qui est très imprévisible, un peu comme un solo de saxophone, où s'accumulent des épisodes assez délirants. Donc vraiment, voilà, si jamais vous avez envie de le lire, mais que vous n'avez pas osé parce que ça vous fait peur, il faut pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est vraiment des petits chapitres, et généralement, qui sont quand même assez amusants. C'est censé être drôle, c'est une comédie. Il a écrit ça en prison, Cervantes. Alors, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un épisode en particulier, parce que j'ai pas la prétention de vous parler de tout Don Quichotte, ni d'ailleurs, dans cet épisode assez court, de recouvrir toutes les facettes de ce personnage immense, et les interprétations, en fait, sont infinies. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler, mais je sais pas comment on peut parler, parce qu'il y a que moi qui parle, là, mais vous m'enverrez un message. Alors, aujourd'hui, l'épisode des moutons, c'est le chapitre 18. Aïe. Le chapitre 18. Il m'intéresse bien celui-là. Bon alors je vous le lis, c'est parti. On entre dans le texte. « Voici enfin le jour, Sancho, dit-il, en se tournant vers son écuyer, où va se manifester tout le bien que ma destinée me réserve. Voici le jour, dis-je, où va paraître, plus qu'aucun autre, la force de mon bras, où je vais accomplir des exploits dignes de figurer dans le livre de la renommée pour les siècles à venir. Tu vois, Sancho, ce tourbillon de poussière ? Il s'élève sous les pieds d'une armée innombrable, qui vient vers nous, composée de gens de toutes les nations. » Sancho répond... À ce compte-là, ce n'est pas une, mais 2 armées qui arrivent, puisqu'il en vient autant de l'autre côté. Don Quichotte se retourna, et vit que c'était vrai. Il en ressentit une joie extrême, persuadé que 2 armées s'apprêtaient à livrer bataille au milieu de cette vaste plaine. Car il avait à toute heure et à chaque instant l'imagination remplie des combats, des défis, des enchantements, des aventures, des amours, bref, de ces absurdités que l'on trouve dans les romans de chevalerie, et tout ce qu'il disait, pensait ou faisait n'avait d'autre but que de s'y conformer. Or, cette poussière était soulevée par 2 grands troupeaux de moutons qui venaient sur la route de 2 points différents et que l'on ne pouvait distinguer sous ce nuage, à moins d'en être tout près. Don Quichotte affirmait néanmoins avec tant d'obstination que c'étaient des armées que Sancho finit par le croire. Ça c'est intéressant, c'est que Don Quichotte c'est un personnage qui met au défi notre attention. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et petite anecdote, qui est intéressante, Léonard de Vinci, il proposait à ses élèves qui cherchaient un sujet, qui n'était pas très inspiré, d'observer longuement un vieux mur décrépit. Je cite Léonard, « Vous ne tarderez pas, disait-il, à remarquer peu à peu des formes, des scènes qui se préciseront de plus en plus. Dès lors, vous n'aurez plus qu'à copier ce que vous voyez et à compléter au besoin. » Voilà, c'est le même truc que vous savez quand on regarde les nuages et qu'on se dit « Ah, ce nuage, il a une forme de belette, c'est bizarre. » Et ce conseil de Vinci, il a beaucoup fasciné les surréalistes. Mais ici, vraiment, dans ce roman, on tient un champion de la discipline. Il voit un nuage de poussière soulevé par des moutons, et lui, il imagine que c'est 2 armées. Parce que, bon, évidemment, l'imaginaire de Don Quichotte est très très belliqueux. Et il ne cesse de s'illusionner. Il sait toujours prendre une vieille auberge pour un château, des moulins pour des géants, c'est l'épisode le plus connu. Et puis surtout, vous avez remarqué, il a trouvé quelqu'un pour l'accompagner qui croit un peu à son histoire. C'est le fameux Sancho Panza. La panse, le gros bide. Donc tiens, là, les lecteurs de Yves Citon, pour une écologie de l'attention, ils se disent phénomène d'attention conjointe. Je vois une chose et j'influence mon voisin qui croit voir la même chose que moi. Là, je vous refais un peu le schéma attentionnel du roman. Il y a Don Quichotte, dont l'attention est troublée par les romans d'aventure, qui vient troubler l'attention de son écuyer, et le lecteur, lui, il fait le grand écart entre vivre en direct l'illusion de Don Quichotte et être rappelé au réel, entre guillemets, mais enfin, c'est de la fiction, par le narrateur, qui dit « mais en fait, c'était des moutons, rien d'autre ». Don Quichotte, c'est ça. Avant tout, c'est quand même un jeu de miroir. C'est une comédie des illusions, et qui, je trouve, par sa figure principale, crée constamment de l'ambivalence. Parce qu'on aime les rêveurs. Vous aimez les rêveurs. Moi aussi, j'aime les rêveurs. Ils sont porteurs d'espoir. Mais on déteste les gens qui s'illusionnent de manière fallacieuse. On a envie qu'ils voient le réel, qu'ils reviennent à la réalité. Il n'y a qu'à penser aux complotistes aujourd'hui. On a envie de dire « mais mec, non, la Terre n'est pas plate, t'es fou, quoi ». Donc on est toujours dans cette ambivalence, et Cervantes il se contente pas de raconter la vie d'un personnage imaginaire, il installe vraiment, je trouve, dans chaque chapitre, et celui-ci est exemplaire, celui des moutons là-dessus, le 18, parce qu'il y a tout un dispositif, une sorte de mise en scène,
qui donne constamment à voir le personnage sous des facettes différentes. À la fois, c'est une figure de radicalité, de naïveté, à la fois il est très inspirant et à la fois il est dangereux. Et je rappelle que ce roman a été écrit en prison. En fait, c'est un roman dangereux. En fait, c'est dangereux de se prendre pour un héros, c'est dangereux de lire un livre qui met en scène l'héroïsme, et peut-être qu'aussi c'est très dangereux de lire un roman dans lequel un personnage se prend pour un héros en ayant lu trop de romans de chevalerie. Alors, je continue la lecture. « Et nous, monsieur, demanda-t-il à son maître, qu'est-ce que nous allons faire ?»« Ce que nous allons faire, répondit Don Quichotte, apporter aide et secours aux faibles et aux opprimés. Apprends, Sancho, que cette armée qui marche droit sur nous est commandée par l'illustre Ali Fanfaron, empereur de la grande île de Taprobane. Et cette autre qui arrive de l'autre côté est celle de son ennemi, le roi des Garamantes, Pentapolin à la manche retroussée, qu'on appelle ainsi parce qu'il combat le bras nu. » Donc vous verrez que, en fait, dans le passage, c'est Don Quichotte qui va prendre le pouvoir. Le narrateur va venir à certains moments dire « mais en fait non, c'est pas ça qui se passe », mais quand même, c'est la parole de Quichotte qui prend le pouvoir, même dans le volume de texte, sur tout le passage. « Je veux te faire connaître les principaux chevaliers qui conduisent ces armées. Et afin que tu puisses les observer à ton aise, retirons-nous sur cette éminence, d'où l'on peut les apercevoir toutes deux. » Ils gravirent une hauteur d'où ils auraient pu en effet distinguer les deux troupeaux que Don Quichotte prenait pour des armées s'ils n'avaient été aveuglés par tant de poussière. Mais, là c'est important, notre chevalier, voyant dans son imagination ce qui n'existait pas, commença d'une voix forte. Et là c'est son passage, c'est son soliloque. Parce qu'en fait, évidemment le narrateur il vient contrecarrer, mais en fait, on veut que le lecteur voit ce qui se passe dans la tête de Don Quichotte, on veut les voir les armées, et il va nous les donner à voir. Attention, je me lance dans le bloc de texte, il faut muscler un peu la lecture là. Alors, Don Quichotte, il prend la parole. Il décrit les armées, qui n'existent pas, parce que c'est des moutons. Ce chevalier aux armes dorées que tu vois là-bas, dont l'écu représente un lion couronné couché au pied d'une jeune fille, est le vaillant Lorcalco, seigneur du Pont d'Argent. Cet autre, dont l'armure est frappée de fleurs d'or et l'écu de 3 couronnes d'argent sur champ bleu, est le redoutable Mico Colembo, grand-duc de Quirossie. Ce géant à sa droite est l'intrépide chevalier Brandabarbaran de Boliche, seigneur des 3 Arabies. Il a pour cuirasse une peau de serpent et pour bouclier une porte, qui provient, dit-on, du temple que Samson renversa quand, par sa propre mort, il se vengea de ses ennemis. Tourne maintenant les yeux de l'autre côté et tu verras, à la tête de cette autre armée, Timonel de Carcassonne, prince de la Nouvelle-Biscaye, toujours victorieux, toujours invaincu. Il porte une armure écartelée d'azur, de sinople, d'argent et d'or. Et sur son écu, un chat d'or sur champ de gueule, avec la devise Miaou, qui est le commencement du nom de sa dame, l'incomparable Miaouline, fille du duc d'Alfenwickwen de l'Algarve. Cet autre qui fait plier les reins à sa fière et puissante jument et dont l'armure est blanche comme neige, et l'écu sans devise, est un jeune chevalier venu de France, nommé Pierre Papin, seigneur des baronnies du Tric. L'autre enfin qui presse de ses talons ferrés les flancs mouchetés de ce zèbre agile et véloce, avec de verres d'azur à son blason, est le puissant duc de Nerbie, Espartafilard du Bocage, qui porte sur son écu un champ d'asperges, avec cette devise en espagnol « Rastrea, mi suerte ». Désolé pour l'espagnol. Il lui nomma ainsi grand nombre de chevaliers des 2 camps, attribuant sans hésiter à chacun les armes, les couleurs, les emblèmes et les devises que lui suggérait son étrange folie. Et il poursuivit sans reprendre son souffle. Cet escadron qui nous fait face est composé de gens de diverses nations. Il y a ceux qui boivent les douces eaux du célèbre Xanthe, ceux qui habitent les territoires montagneux de Massilie, ceux qui tamisent la fine poudre d'or de l'heureuse Arabie, ceux qui peuplent les frais et célèbres rivages du limpide Thermodon, ceux qui détournent et saignent de maintes façons le pactole doré, les Numides aux promesses trompeuses, les Perses, archers fameux, les Parthes et les Mèdes qui combattent en fuyant, les Arabes aux tentes mobiles, les Scythes aussi cruels qu'ils sont blancs, les Éthiopiens aux lèvres percées par des anneaux, et quantité d'autres nations dont je vois et reconnais ici les représentants, mais dont j'ai oublié les noms. Dans l'autre armée, parce que là c'était un peu genre Orient et maintenant c'est un peu l'Occident, dans l'autre armée, celle d'en face, se trouvent ceux qui boivent les ondes cristallines du Bétis bordé d'oliviers, ceux qui lavent et polissent leur visage dans l'onde précieuse et dorée du Tage, ceux qui jouissent des eaux bienfaisantes du divin Génil, ceux qui foulent sous leurs pas les riches pâturages des champs artésiens, ceux qui s'ébattent dans les prairies élyséennes autour de Gérèse, ceux qui vivent dans la Manche, riches et couronnés de blonds épis, ceux qui, caparaçonnés de fer, descendent en ligne droite des Goths, ceux qui se baignent dans le Pisuerga, fameux pour ses eaux tranquilles, ceux qui mènent paître leurs troupeaux dans les vastes prairies que traverse le célèbre et tortueux Guadiana, dont les eaux se cachent sous terre, ceux qui tremblent de froid dans les forêts pyrénéennes et dans les sommets enneigés de l'Apennin, en un mot,
tous ceux que compte et contient l'Europe. Notre chevalier était intarissable. Que de provinces il cita, que de nations il nomma, donnant à chacune avec une célérité inouïe les attributs qui lui convenaient, tant il était imprégné de ce qu'il avait lu dans ses livres mensongers. Et là, paf! C'est le tournant. Sancho, qui ne disait mot, était suspendu aux paroles de son maître. Tout comme le lecteur un peu, qui là est un peu suspendu aux paroles, Sancho de temps en temps tournait la tête pour voir s'il n'apercevait pas les chevaliers et les géants que Don Quichotte lui désignait. Mais comme il ne voyait toujours rien, il finit par lui dire « Que le diable m'emporte, monsieur, il n'y a ici ni géants, ni chevaliers, ni tous ces gens que vous dites. Moi, du moins, je ne les vois pas. Ça doit être encore une histoire d'enchantement, comme les fantômes de la nuit dernière. » Comment est-il possible, Sancho, que tu n'entendes pas le hennissement des chevaux, la sonnerie des clairons, le roulement des tambours ? Moi, monsieur, je n'entends que des moutons qui bêlent. Ce qui était vrai, car les troupeaux étaient maintenant tout près. Donc, on commence dans l'illusion, on sait que Sancho y croit, et là, le dispositif il commence à changer, parce que d'un coup, on prend un peu de plaisir à ça, nous, lecteurs, parce que on a envie un peu que l'illusion de Don Quichotte s'écroule. Bah, Sancho, d'un coup, il y croit plus. Il a des doutes. Et ce qui est drôle, c'est que toujours, il y a ce Don Quichotte qui n'est pas naïf, ce Don Quichotte qui est poétique, certes, mais qui n'est pas candide, parce qu'il est de mauvaise foi. Il lui dit « C'est la peur, Sancho, qui t'empêche de voir et d'entendre comme il faut. Car elle a, parmi d'autres effets, celui de troubler les sens, et de faire que les choses paraissent autrement qu'elles ne sont. Mais si ta frayeur est trop grande, mets-toi à l'écart, je saurai à moi seul donner la victoire au camp que je soutiendrai. » Et sans attendre, il éperonna Rocinante, et, la lance en arrêt, dévala la colline à la vitesse de l'éclair. Sancho lui criait « Revenez, monsieur, au nom du ciel, revenez, ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer. Ah, quel malheur, vous êtes fous ? Il n'y a pas plus de géants que de chevaliers, pas plus de chats que d'armoiries, ni d'écus coupés ou entiers, ni de chants de gueule, ni rien du tout. Ah, misère, qu'est-ce que vous faites ? Il en fallait plus pour interrompre la course de Don Quichotte, qui criait encore plus fort. « Sus à l'ennemi !» Bon là, c'est un peu... Je vais pas me mettre à crier chez moi, mais... « Suivez-moi, chevalier qui combattait sous le drapeau du vaillant empereur Pentapolin à la manche retroussée. Vous allez voir comme je saurai facilement le venger du terrible Ali Fanfaron de la Taprobane. » Sur ces mots, il se rua au milieu de l'escadron de moutons et se mit à distribuer des coups de lance avec autant de fureur et de courage que s'il transperçait ses plus cruels ennemis. Les gardiens et bergers qui menaient le troupeau lui criaient d'arrêter. Mais voyant qu'ils ne les écoutaient pas, ils délièrent leur fronde et commencèrent à lui chatouiller les oreilles avec des pierres grosses comme le poing. Il en fallait plus pour inquiéter Don Quichotte, qui courait de tous côtés. « Où es-tu, orgueilleux Ali Fanfaron ? Viens ici ! Je suis seul ! Et c'est en combat singulier que je veux mettre tes forces à l'épreuve et t'ôter la vie pour venger l'affront que tu fais subir à Pentapolin, roi des Garamantes. » À ce moment-là, un caillou l'atteignit, qui lui enfonça 2 côtes. Se croyant mort, ou du moins grièvement blessé, il se rappela qu'il avait en sa possession l'élixir miraculeux. Il sortit le flacon, le porta à sa bouche et commença à se remplir l'estomac de la précieuse liqueur. Mais avant qu'il eût avalé la dose qui lui jugeait nécessaire, une 2e pierre vint briser le flacon qu'il tenait à la main et, chemin faisant, lui emporta 3 ou 4 dents et lui écrasa 2 doigts. Ce 2e coup, aussi violent que le premier, eut raison de notre pauvre chevalier qui tomba de cheval. Les bergers accoururent, croyant l'avoir tué. Ils réunirent en toute hâte leurs troupeaux, chargèrent les bêtes mortes sur leurs épaules, il y en avait au moins 7, et filèrent sans demander leur reste. Il a tué 7 moutons. Quand même, il est radical. C'est pas une douce comédie où en fait il a juste effrayé les bêtes. Non, il les a tués en fait. Truc moins drôle quand même, pour revenir sur Batman, il y a quand même un type dont j'ai oublié le nom qui s'est déguisé en Joker et qui allait tuer des gens dans un cinéma aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'identification malsaine à un personnage de fiction. Ça peut quand même tourner à ça aussi. C'est le danger. Bon là, il tue des moutons, ça reste drôle. Même si, bon, tuer des moutons, c'est quand même pas sympa. Désolé pour mes amis animalistes. Enfin, c'est moins choquant en tout cas pour le lecteur, vu que c'est une fiction, que s'il tuait des gens. Mais il est quand même violent, quoi, ce personnage. Sancho était resté tout ce temps sur la colline à contempler les folies de son maître, s'arrachant la barbe à pleine main et maudissant l'heure et l'occasion où le sort l'avait mis sur sa route. Mais, voyant Don Quichotte tomber à terre et les bergers déjà loin, il descendit pour lui porter secours. Son maître n'était pas évanoui, mais en fort piteux état. « Ah, monsieur !» s'écria l'écuyer, « je vous avais bien dit qu'il fallait faire demi-tour, que ce que vous alliez attaquer, ce n'était pas une armée, mais un troupeau de moutons. Cela te montre le pouvoir qu'a ce diable d'enchanteur, mon ennemi, de transformer ou de faire disparaître les choses à son gré. » Ah ouais, là il est insupportable de mauvaise foi. Apprends qu'il est très facile à ces gens-là de nous faire croire ce qui leur plaît. Ce misérable qui me poursuit, envieux de la gloire, patali patalaire, il est tout le temps sur les enchanteurs. Il est pénible aussi, Don Quichotte, quand même. Et si tu ne me crois pas, Sancho, sur ma vie, promets-moi de faire ce que je vais te demander. Tu seras aussitôt détrompé et convaincu que je dis vrai. Monte sur ton âne, suis ces bêtes, sans faire semblant de rien.
Dès qu'elles se seront un peu éloignées, tu verras qu'elles retrouveront leur forme première, et qu'au lieu de moutons, ce sont bel et bien des hommes, tels que je te les ai dépeints tout à l'heure. C'est quand même drôle, à chaque fois, on a ce frisson lecteur, on se dit « Ah, quand même, il croyait attaquer une armée, il tue des moutons, et en plus, il tombe de son cheval, on se dit « Bon, c'est bon, la terre descendue. » Non, il y croit encore. Il est assez agaçant parfois, mais... Et il a beaucoup de mésaventures comme ça, il se fait souvent taper dessus. Mais de toute façon, c'est un principe burlesque qui arrive tout le temps. Je veux dire, si tu regardes, tous les films burlesques sont construits comme ça. Regardez, comment il s'appelle, Buster Keaton dans Steamboat Bill Jr., quand il se retrouve pris dans la tempête. On n'a pas de plus grand plaisir que de le voir balloter par le vent, se prendre des murs. Et c'est incroyable. D'ailleurs, je pense qu'il s'est fait mal en tournant ça. C'est incroyable. Regardez la séquence de tempête dans Steamboat Bill Jr. Alors, on arrive à la fin. Il y a un dernier gag. Mais attends, j'ai besoin de ton aide. Approche et regarde combien il me manque de dents, car j'ai l'impression qu'il ne m'en est pas resté une seule dans la bouche. Sancho s'approcha tant qu'il avait presque les yeux dans la bouche de son maître. Juste à ce moment, la potion acheva d'opérer, et Don Quichotte rejeta aussi sec qu'une arquebuse tout ce qu'il avait dans le corps sur la barbe de son fidèle et charitable écuyer. « Sainte Vierge !» s'écria celui-ci, « qu'est-ce qui m'arrive encore ? Ce pauvre homme doit être blessé à mort, il rend le sang par la bouche. » Cependant, il reconnut bien vite à la couleur, à la saveur et à l'odeur que ce n'était pas du sang, mais l'élixir qu'il lui avait vu boire. Il fut pris alors d'un tel dégoût que le cœur lui tourna, et qu'il vomit ses tripes au nez de Don Quichotte. Et les voilà, tous les deux, bien arrangés. Bon, je m'arrête là pour la lecture du chapitre. Mais vous avez vu, c'est quand même amusant. Ça va, vous allez pas me dire que c'est ennuyeux comme lecture, non ? Ou alors j'ai pas fait bien mon travail, là. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose dans cet extrait, dans ce chapitre, qui est un peu comme quand on assemble, on fait une belle pyramide de Kapla, et une fois qu'on l'a finie et qu'elle est bien proprette, et ben le plus grand plaisir, évidemment, c'est de mettre un grand coup de pied dedans et de la regarder s'effondrer. Donc là, la parole de Don Quichotte, elle va d'abord faire vivre l'armée, elle va la faire étinceler, elle va la restituer vraiment dans tout son détail, et on entre dans l'illusion, vraiment, au bout d'un moment, on est bercé par cette poésie, pour mieux ensuite la briser quand il y a la charge sur les moutons. On a du plaisir à voir l'illusion d'abord se fabriquer, et ensuite, s'envoler. C'est un plaisir d'enfant, un peu, en fait. Et en tant que lecteur, on a le choix un peu d'entrer dedans, d'y croire, de plus y croire, de sortir, de naviguer, d'en rire, d'être émerveillé. Et ce qui m'intéresse quand même, c'est ce nuage de poussière. Et je rappelle un des petits passages que j'ai lus dans le chapitre, voyant dans son imagination ce qui n'existait pas. Est-ce que c'est pas la posture du lecteur, ça, de voir dans son imagination ce qui n'existe pas ? On nous donne des choses à voir et après c'est à nous d'imaginer. Et, par ailleurs, la fantaisie de Don Quichotte, comme celle du bon romancier, elle n'est pas générale, elle n'est pas floue. Il n'est pas dans une folie globale. Elle est précise, elle est contrastée, elle est débordante. Et elle donne des pages qui sont très belles, qui sont très poétiques. Et cette folie, je dirais, démiurgique, où il suffit de nommer des choses pour qu'elles existent, ça c'est la fantaisie de l'écrivain, qui donne à voir un monde qui n'existe pas. Et j'aime bien parce qu'à un moment, il y a un moine, à la fin du livre, qui lui fait la leçon un peu, parce qu'il le trouve un peu bête quand même, ce type qui se prend pour un chevalier. Et le moine, il lui lâche ça, et lui dit « Je prends un certain plaisir à lire, aussi longtemps que j'oublie que ce sont des futilités et des mensonges. » Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a frappé. Alors, le moine dit à Don Quichotte, je répète, « Je prends un certain plaisir à lire, aussi longtemps que j'oublie que ce sont des futilités et des mensonges. » Ça veut dire que il prend du plaisir à lire, le moine, quand il est plongé dans l'histoire et qu'il oublie que c'est une histoire. Et on joue tous de cette illusion, je veux dire. On croit aux histoires qu'on nous raconte. Un peu. Un tout petit peu. Mais quand même, on y croit. On décide d'y croire, il y a une sorte de convention là-dedans. Après, on a toujours des jugements de vraisemblance sur les films ou sur les livres, mais quand même, on joue le jeu. Et en fait, Don Quichotte, c'est un personnage qui n'arrive plus à arrêter de jouer le jeu. Il joue complètement le jeu, il y va à fond en fait. Et cette radicalité, elle amène à questionner tellement de choses, et je trouve beau que justement, son imaginaire de ce personnage qui est intoxiqué, entre guillemets, finalement c'est un imaginaire tellement fort qui dépasse le simple stade de l'intoxication. Et j'ai l'impression qu'en même temps, Cervantes, comme je disais sur l'improvisation un peu, là, franchement, peut-être qu'il faudrait inviter un spécialiste de Don Quichotte, mais moi, ce que j'ai lu dans mes recherches, c'est qu'au départ, ça devait être une nouvelle. Une nouvelle, simplement, Don Quichotte, il sort de chez lui, il se prend pour un chevalier, à la fin, il rentre. Et c'est fini. Et c'est après qu'en fait, arrive Sancho. Et là, ça relance, le duo, en fait, relance l'imaginaire de Cervantes, qui décide après, et après, il en fera 2 tomes. Et d'ailleurs, le 2e tome de Quichotte, parce que là, on est dans le premier,
Ce sera une quinzaine d'années plus tard, je crois. Donc ça va devenir une sorte de phénomène. Enfin, d'un coup, il suit le fil de son inspiration. Et au départ, peut-être qu'il a quelque chose de vraiment comique et distancié, ou simplement il joue avec ce personnage, et ça l'amuse aussi de le mettre dans des situations un peu humiliantes, où on met un fromage dans son casque, il met son casque sur la tête, il a du fromage qui lui coule sur le visage. Il y a plein de choses comme ça. Il lui arrive que des mésaventures, là, vous voyez, avec les moutons. Je pense qu'au début, il se prenait au jeu, voilà, de rire de ce personnage, mais qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que le personnage, en fait, gagne sur le roman et devient une figure, en fait, au fil du roman, de plus en plus ambiguë, de plus en plus forte, de plus en plus libératrice. Et il y a un autre passage qu'il faudrait que je lise dans le deuxième tome qui est magnifique, où justement on veut piéger Don Quichotte en lui proposant un duel, et s'il le perd, il doit rentrer chez lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il le gagne. Il le gagne et il continue ses aventures. Et moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, j'avais un incroyable sentiment de liberté, enfin, de joie, de jouissance de voir que le personnage s'échappe. On a voulu le coincer, et ben non, il s'échappe. Et pourtant, c'est encore du roman. Évidemment, c'est construit pour. Mais c'est magnifiquement construit quand même. Bon, là, j'ai pris un chapitre. Bon, j'en ai parlé, j'espère, de la manière la plus pertinente, mais il y a tellement de choses à dire, c'est pour ça que ça fascine encore ce roman, et qu'il est encore hyper intéressant. Mais encore faut-il, je trouve, quand même, dépasser la figure hyper romantique de Don Quichotte, juste il est naïf, et il est complètement dans la lune. Elle est plus complexe que ça, la figure, et elle est très radicale. Vous pouvez lire le chapitre 18 directement, si vous voulez, il y en a plein d'autres. En fait, dès le départ, c'est assez amusant. Alors, je vous souhaite de vous aussi vous projeter sur votre nuage de poussière. Après, voir des armées partout, je sais pas si c'est très bon. Mais peut-être il y a d'autres choses à voir dans ce nuage de poussière. Qu'est-ce que nous, on projette sur ce nuage de poussière? C'est la question un peu aussi de la projection du cinéma, en fait. C'est un peu comme, encore une fois, Buster Keaton qui entre dans l'écran de cinéma, dans ce film incroyable et magnifique qui est Sherlock Junior. Et je vous encourage à regarder Sherlock Junior pour cette scène qui est peut-être une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. C'est le projectionniste qui rentre dans le film. Et quand il rentre dans le film, c'est le chaos, en fait. Ça, c'est génial comme idée. Ça, c'est une vision critique de... Je pense que c'est de la même force que Don Quichotte qui décide de parler du romanesque par le roman, et de critiquer, finalement, faire une critique hyper sévère du romanesque par le roman. Et ben, de la même manière, Buster Keaton, il fait une critique radicale et très forte et très virulente du cinéma par le cinéma, en montrant qu'est-ce qui se passe si un personnage entre dans l'écran. Et ben ça devient une machine de torture, en fait. Il est découpé, il est transbahuté d'un plan à un autre, il atterrit dans un désert, dans la neige, à chaque fois il s'y perd. En fait, le montage est quelque chose de monstrueux, en fait. Et le cadrage aussi, ça découpe les corps, enfin... Finalement, cette séquence, déjà, c'est le meilleur gag de l'histoire de l'humanité. Et puis, je trouve que c'est vraiment lucide et vraiment brillant sur ce qu'est le cinéma. Et le cinéma est évidemment magnifique, vous m'avez compris. Mais c'est aussi terrifiant. Et c'est important, je pense, à chaque fois, d'avoir une pensée critique sur la littérature, sur le cinéma, sur les jeux vidéo, sur l'art en général. Tout est critiquable. Bon, voilà, je vous embrasse, à bientôt. C'était En Rade, épisode 8, Don Quijote. Un petit mot sur la traduction qui est de Alice Schulman. Elle est vraiment très bonne, cette traduction que j'ai là, aux éditions du Seuil. Je vous encourage à lire celle-ci. Vous pouvez comparer un peu, mais Alice Schulman, donc. Vraiment super beau travail, traduit de l'espagnol, évidemment. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.